Alors le soufisme, c'est un sujet qui fait souvent polémique au sein de la communauté musulmane. Et si vous êtes sur cette vidéo, soit c'est parce que vous êtes déjà abonné à la chaîne, ok, soit c'est parce que vous intéressez tout simplement à ce sujet, parce que vous avez envie d'en savoir plus, mais surtout, vous avez envie d'accéder à des connaissances, un savoir qui soit plus profond et qui ne soit pas idéologique et polémique. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on va parler de la place du soufisme dans le récit de voyage d'Ibn Battuta. C'est intéressant parce qu'Ibn Battuta, c'est un voyageur, et vous le savez peut-être, qui a voyagé dans tout le monde musulman entre 1325 et 1353, et il va nous montrer au cours de ses voyages la place du soufisme dans ces sociétés-là, et aussi des limites vis-à-vis du soufisme, notamment par rapport à l'islam. Alors d'abord, je vais commencer par le premier point, c'est le rôle sociopolitique important du soufisme. Alors le point important, ce qui est vraiment marquant dans le récit de voyage d'Ibn Battuta, c'est que il montre que dans toutes les sociétés musulmanes, alors quand je dis sociétés musulmanes, c'est dans toutes les régions du monde musulman, les soufis sont des acteurs extrêmement importants. C'est des acteurs importants pourquoi ? Parce qu'ils fournissent une aide à la fois sociale et surtout matérielle aux populations. Alors ça veut dire quoi ? D'abord, il y a deux points à ça. Le premier point, c'est qu'il faut bien comprendre que les soufis, notamment à ces époques-là, 12e, ça commence déjà largement au 12e, 13e siècle, le gros essor du soufisme avec l'essor des confréries, ce qu'on appelle la tariqa, la confrérie, et ensuite, surtout donc, au 14e siècle, l'époque d'Ibn Battuta, parce que ces communautés-là, elles ont été financées par les pouvoirs politiques, et on y reviendra au cours de cette vidéo de pourquoi les pouvoirs politiques ont financé les soufis, mais en finançant ça, en fait, les bâtiments qui se mettent en place vont fournir ces bâtiments-là, et donc les soufis vont fournir une aide matérielle aux populations. Alors ce que je veux dire par aide matérielle, c'est quoi ? C'est notamment de fournir, par exemple, la nourriture ou le logement aux personnes qui sont en précarité économique, ou bien en précarité sociale. Et là, je parle par exemple des femmes notamment des veuves ou des femmes divorcées qui n'ont plus les moyens ou qui sont isolées socialement. Eh bien, elles ont, pour elles, des bâtiments qui sont bâtis par les soufis et qui sont dédiés uniquement aux femmes. Autre pan de cette aide matérielle, c'est que quand vous avez des voyageurs qui voyagent, et c'est le cas, forcément un voyageur qui voyage, ça paraît un peu logique, mais c'est le cas d'Ibn Battuta, il traverse tout le monde musulman, et comment finalement il peut traverser tout le monde musulman sans se soucier du logement ou de la nourriture ? Eh bien c'est parce que quasiment dans toutes les localités, et même en race campagne, même si c'est par exemple dans la Creuse aujourd'hui, eh bien il a trouvé, à chaque localité, des bâtiments, souvent soufis, qui l'ont accueilli et qui lui ont donné le gîte et le couvert. Donc, importance sociale du soufisme. Vous avez aussi une importance d'un point de vue politique. Donc là, on y revient, je vous en ai déjà parlé, parce que les soufis, beaucoup de savants musulmans étaient des soufis. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour les populations de l'époque, les soufis représentaient des autorités religieuses. Ça veut dire quoi aussi ? Ça veut dire que pour le pouvoir, se rapprocher des soufis, c'est aussi gagner à eux la popularité du peuple. Parce que le peuple admire les soufis, le peuple fait confiance aux soufis, et donc les soufis représentent une autorité. Et en tant qu'autorité, le pouvoir politique de l'époque veut se rapprocher des soufis pour accroître son influence, sa propre autorité. On voit aussi que vous avez le poids aussi dans la politique, notamment en Anatolie et ici en Inde, où le pouvoir s'entoure complètement de soufis. C'est-à-dire que même au sein du gouvernement, vous avez autour d'eux des soufis qui vont les conseiller, ou alors le pouvoir va bâtir par exemple, et ce qui est aussi qui pose question encore aujourd'hui au sein de la communauté musulmane, c'est la construction des mausolées. Donc le pouvoir va construire des mausolées en faveur des soufis. Ça se passe par exemple avec le mausolée de Bakhtiyar Kaki, notamment à Delhi, par les souverains, les sultans de Delhi. Et ces tombeaux-là, il faut bien avoir conscience, ils vont se bâtir dans quasiment l'intégralité du monde musulman. Toutes les régions que Battuta va traverser, dans toutes ces régions-là, il nous parle des tombeaux de soufis. Et sur cette influence qu'a le soufisme et les relations qu'il possède avec le pouvoir, il y a quelques exemples qui sont présents dans le livre de Battuta et dont je vais vous parler dès maintenant. J'ai cité ici 3 exemples pour vous montrer, pour vous illustrer vraiment ce point-là.
Alors le premier exemple, il se passe dans la Zawiya d'Al-Mourchidi, on est en Égypte. Alors la Zawiya, c'est les bâtiments où se rassemblent les soufis ou alors où ils accueillent d'autres personnes, leurs visiteurs notamment ou les voyageurs. Et dans cette Zawiya-là, qui c'est qu'il trouve? Eh bien, Battuta trouve un certain Saïf ad-Din al-Malik. Et en fait, Saïf ad-Din al-Malik, c'est le vice-roi d'Égypte de l'époque, qui a régné entre 1343 et 1345, qui a été vice-roi donc en 1343-1345, et donc ça montre bien encore une fois la proximité entre soufisme et pouvoir. Le second exemple, ici ça se passe un peu plus loin quand même, puisqu'on est en Inde et notamment à Delhi, où le sultan de Delhi, eh bien il a comme principal conseiller, alors il y a pas mal de conseillers autour de lui, mais un de ses principaux conseillers, c'est un soufi du nom de Shihab ad-Din. Et Shihab ad-Din nous dit Ibn Battuta, alors compliqué parce que je pense pas qu'on ait les sources pour le vérifier, mais c'était quelqu'un de très important, et Shihab ad-Din, c'était quelqu'un qui n'avait pas peur de dire au souverain ce qu'il pensait, et notamment de critiquer la conduite du souverain, donc du sultan de Delhi. Et il nous dit, Ibn Battuta, que il était un des principaux conseillers du sultan à un moment donné, mais une fois qu'il a critiqué une fois, il a d'abord donc été pris à partie du coup par le sultan qui lui en a voulu, mais finalement il a fini par être intégré. Mais ensuite, Shihab ad-Din a encore une fois critiqué le sultan pour sa tyrannie entre guillemets, pour ses actions. Et là, cette fois-ci, par contre, il a été exécuté par le sultan. Et donc, on voit encore une fois vraiment ce jeu de pouvoir dans lequel entrent les soufis et qui sont donc très importants pour bien comprendre, vous l'aurez compris, l'histoire arabo-musulmane. Alors, ce point-là, justement, de ce un peu je t'aime, moi non plus, de cette petite guerre, en tout cas, de cette guerre d'influence entre le sultan et les soufis, et donc c'est les soufis qui le conseillent, eh bien, on la retrouve dans le troisième exemple. Et ce troisième exemple, eh bien, il se passe dans l'actuel Bangladesh, pense-t-on dans la ville de Chittagong, où Ibn Battuta arrive alors qu'il se rend vers la Chine, et il trouve un souverain qui apprécie énormément, nous dit-on, les soufis. Et à tel point qu'il a nommé vice-roi un soufi, qu'il nomme Ibn Battuta Sheida. Mais ce qui va se passer là aussi, c'est que les soufis vont se révolter contre le pouvoir, donc sans doute qu'ils ont voulu prendre le pouvoir, peut-être. Et finalement, le souverain finit par les vaincre, et beaucoup de soufis sont tués. Donc ça vous montre déjà, encore une fois, cette importance du soufisme auprès des politiques, et ça vous montre aussi, parce que ça balaye un petit peu cette idée-là, notamment qui est diffusée dans l'idée un petit peu d'un soufisme un petit peu à l'occidental, qui serait un soufisme peace and love, où ce serait des babacools qui seraient totalement pacifistes. Et donc vous voyez bien que en fait, les soufis, ce sont des acteurs militaires, des acteurs de pouvoir importants. Et on en vient maintenant au second rôle des soufis, c'est le rôle religieux des soufis. Alors je vous l'ai dit, les soufis, c'est des savants musulmans importants. Déjà, beaucoup de savants musulmans ont été eux-mêmes soufis. Mais aussi les soufis, pourquoi ils ont été importants d'un point de vue de la religion? Parce qu'il faut bien avoir en tête que, malgré tout ce qu'on vous dit aujourd'hui, que beaucoup de personnes disent que les soufis, c'est contraire à l'islam, c'est finalement un danger pour l'islam, eh bien, les soufis, au cours de l'histoire, ils ont participé à l'islamisation des populations, notamment des nouvelles populations qui étaient arrivées à proximité ou qui étaient entrées dans le dar al-Islam, c'est-à-dire le monde de l'islam. Alors vous avez par exemple, j'ai déjà parlé de ça, les dynasties mongoles. Dans la précédente vidéo, je vous ai parlé des dynasties mongoles, donc les Ilkhanides, les Horde d'Or, l'Anatolie aussi, c'est le cas aussi, et donc et aussi en Inde, c'est aussi le cas en Inde, et aussi aux Maldives. Aux Maldives, Ibn Battuta nous parle de la présence de soufis. Les soufis vont participer de la diffusion de l'islam au sein de ces nouvelles populations. Ça, c'est le premier point. Mais le point le plus intéressant et le plus important ici, c'est que, et d'ailleurs qui entre en contradiction avec les critiques qui sont portées contre les soufis, parce qu'on fait des soufis finalement un seul et unique groupe, et comme je vais vous le montrer dans le contenu gratuit dont on va parler plus tard, en fait c'est beaucoup plus complexe que ça. Eh bien les soufis ont aussi été importants dans l'essor du sunnisme, et même plus que ça dans le renouveau du sunnisme qu'on a taxé, notamment donc autour de l'époque de Saladin. Ça a déjà commencé sous les Seldjoukides et ensuite sous Saladin, avec, vous le savez, un renouveau du sunnisme qu'on voulait taxer de orthodoxe, c'est-à-dire qu'on voulait revenir au fondement de l'islam, c'est-à-dire au fondement de l'islam tel qu'il avait cours, pense-t-on, à l'époque du prophète Mohammed. Et qui ont été les principaux acteurs de ce renouveau du sunnisme? Ce sont les soufis. Et ça peut rentrer encore une fois, en apparence du coup, en contradiction, et c'est le cas avec les critiques que beaucoup, malheureusement, de musulmans font que certains musulmans, peut-être pas beaucoup, mais certains musulmans le font par rapport au soufisme. Donc pour vous montrer qu'il y a plein de savants musulmans
qui ont été soufis. Et par exemple, Ibn Battuta témoigne lui-même de tout ça parce que, alors ça n'a pas été un grand savant musulman évidemment, mais il a quand même eu des connaissances dans l'islam, dans la religion, parce que il a été juge, il a été qadi, et il a été notamment qadi en Inde et aux Maldives. Et donc lui, il a beaucoup été influencé, et plus que ça, il a été complètement bouleversé par le soufisme, parce qu'il a été affilié 2 fois à des confréries, et il a même connu une rupture spirituelle à un moment donné, quand il arrive en Inde. Il connaît une rupture spirituelle, il s'attache à un maître soufi, et il abandonne toutes ses richesses, et il se consacre uniquement à Dieu. Et sur le point de la question religieuse et spirituelle du soufisme, et notamment sur la question de l'authenticité et de la concordance avec les dogmes et les valeurs de l'islam, là aussi il y a des exemples importants, des illustrations intéressantes dans le récit de voyage d'Ibn Battuta, parce qu'il nous parle à diverses reprises, alors déjà de sa propre affiliation au soufisme et de son propre respect qu'il a vis-à-vis du soufisme et des soufis, mais il nous parle aussi, Ibn Battuta, des fois où il va rencontrer des soufis qui ont des pratiques qui l'étonnent totalement. Et notamment ici, alors en Irak à Wassit principalement, et surtout ensuite dans les régions qui sont périphériques, entre guillemets, du monde musulman, c'est-à-dire principalement en Inde, aux Maldives, et donc il y a plein d'exemples sur ce point-là, donc j'ai 3 exemples à vous présenter. Le premier exemple, il vient en Irak, où il nous parle donc d'une confrérie soufie, alors c'est la Ahmadiyya, pense-t-on, qui donc, il dit « je suis étonné de voir ce que je vois », il parle donc de soufis qui allument des brasiers et qui se jettent dans le feu ou qui marchent dans le feu et qui mordent dans la tête de serpents qui vont jusqu'à couper la tête du serpent avec leurs dents. Cette pratique-là, on la retrouve aussi aux Maldives, parce qu'il nous parle aux Maldives, Ibn Battuta, donc des soufis qui sont là aussi extravagants, et il nous dit, donc je cite son texte, « Je fis préparer un feu. Les fakirs y entrèrent et le foulèrent aux pieds. Parmi eux, il y en a eu qui mangèrent des charbons ardents, comme on avale des confitures, jusqu'à ce que la flamme fût éteinte. » Donc, qu'est-ce que ces 2 exemples finalement vous montrent? Eh bien, ces exemples vous montrent que quand on vous parle, on vous dit que le soufisme c'est ça, ou les soufis sont des égarés de l'islam, qu'est-ce que vous constatez à travers ce témoignage d'Ibn Battuta? Vous constatez que les soufis, c'est des personnes plurielles. C'est bien sûr le soufisme une voie. Normalement, il n'y a qu'une seule voie dans les conceptions, mais la réalité, c'est que la manière de pratiquer cette voie soufie, eh bien, elle diverge en fonction des individus et principalement ici en fonction des régions. Plus vous allez aller dans des régions qui sont éloignées du cœur de l'islam, c'est-à-dire le Moyen-Orient principalement et l'Afrique du Nord, et plus vous aurez des pratiques qui seront matinées, c'est-à-dire des mélanges de pratiques avec ce qu'on appelle des syncrétismes entre l'islam, donc les pratiques de l'islam, et des coutumes, des religions qui sont non islamiques, et notamment ici polythéistes. Donc quand toutes les cérémonies que je vous ai décrites ressortent principalement, sont inspirées, pense-t-on, plutôt de l'hindouisme ou du bouddhisme. Donc ça vous montre quoi? Ça vous montre donc la pluralité. Et ça vous montre quoi aussi? C'est une autre réflexion à faire aussi, c'est que pourquoi les soufis, je vous l'ai dit, sont importants dans le phénomène d'islamisation des populations nouvellement, soit qui se rapprochent des régions musulmanes ou qui finalement sont intégrées au sein du monde musulman. C'est pourquoi ils sont importants ces soufis-là, et pourquoi ils ont été importants. Et bien parce que justement ces soufis qui finalement sont à la frontière entre l'islam et les pratiques ou les coutumes non islamiques, eh bien ils vont être des intermédiaires, des passeurs finalement entre ces nouvelles populations qui vont se convertir et donc les soufis qui vont islamiser cette population-là. Forcément, quelqu'un dont on se rapproche parce que il a apparemment des pratiques qui se rapprocheraient des pratiques de nos ancêtres, forcément, ça va influencer, ça va favoriser l'islamisation d'une nouvelle population. Donc voilà, vous montrer, encore une fois, le soufisme est pluriel, le soufisme est complexe, le soufisme est riche, et donc il ne faut pas faire des généralités, les choses sont complexes. Et donc si aujourd'hui vous voulez avoir une connaissance plus fine du soufisme avec toute sa richesse, toute sa pluralité, et aussi avoir un regard finalement plus fin, moins idéologique et qui soit le plus sérieux possible sur toutes ces critiques qui sont adressées au soufisme, eh bien j'ai créé un contenu gratuit sur le sujet, un contenu qui dure entre 30 et 40 minutes. Au sein de ce contenu-là, je vous parle du programme que j'ai créé sur le sujet qui est Soufisme Expert. Alors pourquoi j'ai créé un programme sur le sujet ? D'abord parce que j'ai beaucoup
travaillé sur cette question. J'ai travaillé pendant 2 ans sur ce sujet-là au sein du mémoire que j'ai rédigé en fac d'histoire. Et ensuite, eh bien, j'ai finalement accentué ces savoirs-là en ouvrant ma chaîne YouTube et en continuant à travailler sur cette question. Donc si ça vous intéresse, le contenu gratuit, il est disponible en premier lien en description. Il vous suffit simplement de me transmettre votre mail pour recevoir le contenu et le visionner. Donc sur ce, eh bien, je vous retrouve pour la prochaine vidéo où on va parler de comment Ibn Battuta a pu traverser l'ensemble du monde musulman. Comment a-t-il financé son voyage? C'est une question qu'on m'a posée récemment et qu'on m'a posée à plusieurs reprises. Donc sur ce, eh bien, je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Mais jusque-là, comme toujours, eh bien, portez-vous bien.